L'actualité internationale des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. C'est une semaine dans le monde avec aujourd'hui à mes côtés Anne Niva, grand reporter de guerre indépendante. Bonjour Anne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Hamdam Mostafavi, rédactrice en chef de Courrier International. Bonjour avec ce numéro, donc cette semaine, Kurdistan syrien, silence on tue. On va en reparler, ce sera le thème évidemment de la première partie aujourd'hui, avec également Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, et avec Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour Laure. Bonsoir. Et cette semaine, Donald Trump a concédé en 4 heures aux Turcs ce dont eux-mêmes ne s'étaient pas permis de rêver en 4 ans, l'occupation d'une zone tampon à leurs frontières au nord-est de la Syrie, débarrassée des forces kurdes sans même avoir à combattre. Le cessez-le-feu négocié par Mike Pence, le vice-président envoyé par la Maison-Blanche, offre en effet sur un plateau à Erdogan la quasi-reddition des combattants YPG, à qui il donne 5 jours, 120 heures pour évacuer la zone. Capitulation. Pas pour Donald Trump, en tout cas, le président américain vante un accord gagnant-gagnant. Écoutez. Nous avons obtenu tout ce dont nous avons toujours rêvé. On va pouvoir amener les nôtres à la maison, on va pouvoir avoir le contrôle sur l'État islamique. On sera en mesure de faire tout ce qu'il faudra pour venir à bout du reste de l'État islamique, où qu'il soit. Ils ne nous domineront jamais. Et je veux remercier tout le monde. Je veux remercier les Kurdes, parce qu'ils étaient incroyablement heureux qu'on ait trouvé cette solution. Cette solution leur sauve la vie. Donc nous avons fait une chose formidable pour nos partenaires. Cynisme, Anne, ou ignorance de la réalité des enjeux. On a presque envie de dire bêtise, parce que c'est vrai qu'on est quand même étonné devant autant de naïveté presque. Naïveté, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de Trump, mais en tout cas, il est clair que Donald Trump et Erdogan, tous les deux, là, sont dans le tout médiatique. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est nous faire croire qu'ils ont gagné. L'un comme l'autre. Et nous serions les benets, les idiots qui croirions cela. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. La réalité n'est pas ce que Donald Trump nous dit. Donald Trump a enlevé ses soldats sur place. Il a permis à Erdogan de rentrer. Ensuite, il a permis ce soi-disant cessez-le-feu qui n'en est pas un. Il s'en lave les mains. Il est d'une désinvolture absolument jamais atteinte. Jamais atteinte. Et de l'autre côté, on a la machine de guerre de la propagande qui continue, turque, à dire que c'est exactement ce qu'il voulait, etc. Mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. Dans la réalité, je pense qu'on va en parler, rien n'est terminé. Rien n'est terminé et ça va être sanglant. Hein. Il va y avoir des règlements de compte sanglants sur le terrain. C'est toujours sur le terrain que ça se passe de toute façon. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais la réalité, c'est sur le terrain. Et elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus dangereuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne ne veut y être. Et le grand gagnant, selon moi, mais on va y venir, c'est évidemment Poutine, la Russie. On va en parler bien sûr. Hamdam Mostafavi, c'était une bêtise de partir et aujourd'hui, on tente comme on peut de régler le problème. En fait, manière de résoudre finalement la crise qu'il a lui-même provoquée, Donald Trump. Oui, enfin évidemment, je suis assez d'accord avec Anne, ça ne résout rien. C'est le début des problèmes, puisque évidemment, déjà, outre, il faut quand même se rappeler qu'on parle des Kurdes qui doivent se retirer d'ici 5 jours. Les Kurdes, ils étaient là, ils dérangeaient personne, ils gardaient l'État islamique, donc il faut quand même se rappeler qu'on est parti de là et qu'aujourd'hui, donc on est dans une situation où les Turcs sont là, mais ce n'est pas les Turcs genre que l'armée turque, ce sont aussi plein de groupuscules qui ont œuvré pour la Turquie. Une fois que les soldats américains se sont retirés de cette zone, une fois que l'armée turque aussi s'est repliée, c'est-à-dire qui sont ces groupes ? Qui les dirige ? Quelles sont les conséquences de ces actes ? Ce sont des militants qui étaient contre Bachar el-Assad, mais qui après ont œuvré pour la Turquie. Je veux dire, demain, à qui peut aller leur allégeance ? Qu'en est-il de Daesh ? Je veux dire, ce n'est que le début d'un terreau explosif, au milieu desquels se trouvent des populations civiles, kurdes ou arabes, qui n'aspiraient qu'à être dans une zone pacifique, qui était quand même une zone relativement pacifique dans une région qui, on le sait, n'est pas tranquille. Donc, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose qui ne peut qu'empirer. Et cette désinvolture, c'est inquiétant. Et là, les Européens ne peuvent pas rester comme ça. Parce que si les Européens cèdent à Erdogan, c'est dans l'idée d'empêcher plus de réfugiés d'arriver en Europe. Mais le problème, c'est que cette situation-là, vous comprenez bien que les civils qui sont pris dans cette situation ne pourront pas rester là-bas.
Donc forcément, c'est un serpent qui se nourrit. Voilà, en tout cas, il trouve une nouvelle justification au fait d'avoir laissé les Turcs intervenir en premier lieu. Donald Trump, c'était hier en meeting électoral à Dallas. Nous sommes tous d'accord pour une pause ou un cessez-le-feu dans la région frontalière de la Syrie. Et c'était peu orthodoxe ce que j'ai fait. J'ai dit, ils vont devoir se battre pendant un petit moment. Parfois, il faut les laisser se battre un petit moment. Voilà, Donald Trump, Ziad Limam, est-il un président doté d'une vision, un président isolationniste, la vision, le désengagement de l'Amérique, ou bien un président faible qui écoute le dernier qui a parlé? Il se trouve que ce jour-là, c'était Erdogan. J'ai tout en même temps. Non, mais je veux dire, j'arrive pas à me résoudre à l'idée du scénario du président faible, un peu hurluberlu, qui dit... Là, il parle à un électorat aussi... on est en campagne, il faut simplifier. Les mecs du Moyen-Orient, de toute façon, une bande de sauvages qui s'entretuent de temps en temps. Il y a peut-être une logique. Il y a peut-être l'idée qu'ils sont plus proches des Turcs qu'on ne le pense. Il y a peut-être l'idée qu'ils sous-traitent à la Turquie ce qu'ils n'ont pas envie de faire dans cette zone-là. Je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais Trump a aussi des intérêts en Turquie. Enfin, je veux dire, ça, et ce scénario expliquerait aussi cette lettre totalement surréaliste, très transactionnelle, on est dans le business, enfin, écoute, fais pas de bêtises, on va y arriver, etc. Et donc, en gros, les Kurdes qui, de toute façon, n'étaient pas perçus comme un asset stratégique, à ce point-là, sont mis de côté. Et en plus, ça pose un problème à Erdogan. Et Erdogan, c'est notre pote, enfin, c'est plus ou moins notre pote dans cette situation-là. Et ça va très bien. Et l'autre chose aussi, ce que vous avez dit un peu toutes les deux, c'est que ça joue une carte russe. Donc les Russes profitent aussi parce qu'ils vont pouvoir enfin négocier directement avec la Turquie leur objectif central, qui est le maintien de Bachar et du système syrien au pouvoir. Et donc on va pouvoir enfin, maintenant que tout ça est un peu... posé, enfin, espère-t-il, parce que la réalité du monde n'est jamais comme les stratèges, surtout en ce moment. La théorie, oui. Il espère qu'on va pouvoir enfin discuter avec Erdogan et dire, écoute, réglons ce problème, Bachar reste, vous avez la zone tampon dans le nord, tout ça est à peu près under control. Ça laisse la Turquie face à l'armée turque et aux Russes. Avec quelles conséquences, Anne ? C'est surtout que 3 ans après la chute d'Alep, c'est la nouvelle victoire de Poutine. Poutine se pose aujourd'hui en arbitre. Pire que, même plus qu'en arbitre, une espèce de médiateur, sans avoir rien fait. Ça veut pas dire qu'il va réussir, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il est dans la situation qu'il espérait avoir. Ils vont rentrer à Kobané, la ville symbole de la lutte contre l'État islamique. Il a recueilli finalement les Kurdes sans difficulté. Cet appel inouï des Kurdes à l'aide du gouvernement syrien, des troupes de Bachar el-Assad. On croit rêver. Tout le monde se dispute cette portion de territoire, ce nord-est de la Syrie. On a des peuples différents. Nous avons des Arabes, nous avons des Kurdes. C'est pas seulement, disons, la division sunnite-chiite habituelle qu'on voit plus au sud en Irak. Parce que nous avons parmi les Arabes, des sunnites et des chiites, parmi les Turcomans qui sont là, des sunnites et des chiites. Donc c'est une autre division. Et le peuple kurde est totalement instrumentalisé de toutes parts, déchiré en morceaux, en lambeaux. Et donc Poutine a voulu se poser, il y parvient, en tout cas théoriquement aujourd'hui, en sauveur finalement de la Turquie. Il va s'opposer à Erdogan. Et Erdogan va aller à Moscou se rencontrer dans mardi. Très peu de temps. Mardi, ils se rencontrent. Il va s'opposer à lui, Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il cherche exactement ? Pas forcément. Le maintien du régime syrien en place. Absolument. Et de sa place. Et surtout des bases militaires russes sur place. En fait, ce que voulaient absolument les Russes, c'est surtout que les Américains dégagent. Donc c'est surtout ça, pour parler franchement, qui leur sied. Ce qui importe aux Russes aujourd'hui, c'est d'avoir les coudées libres pour pouvoir rester, avoir et raffermir leur puissance militaire, leur présence militaire au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Et derrière le régime de Bachar el-Assad, il faut aussi se rappeler du pays qui est l'autre plus grand soutien de Bachar el-Assad, c'est quand même Téhéran, l'Iran, qui est l'ennemi numéro 1 de Donald Trump aujourd'hui. Donc il a créé toute une situation régionale qui renforce à la fois l'Iran, à la fois la Russie, dans un axe
du mal que n'aurait pas rêvé George Bush, sachant qu'on est aussi en ce moment, il y a des manifestations importantes en Irak contre aussi la mainmise de Téhéran sur la région. Donc en fait, il a créé une zone dont les Américains sont maintenant complètement exclus, qui est complètement dans les mains finalement de Assad et du régime iranien et le tout chapeauté par la Russie. Il y a même une question stratégique qui se pose. Enfin, on voit à quel point la théorie du America First a des répercussions sur le terrain. Imaginez-vous les États-Unis il y a 10-15 ans. Les États-Unis il y a 10-15 ans, c'est le cœur, le centre du Moyen-Orient. Rien ne se fait. Mais ce désengagement n'était pas inscrit dans la campagne de Donald Trump, il n'est pas souhaité, mais lui, il est assumé. Il est dans une espèce... Il est assumé. Même quand il dit, vous savez, ces gens-là se battent tout le temps, c'est comme ça qu'il pense. Ces gens-là se battent tout le temps. Ça n'est pas la peine de s'engager. De toute façon, on n'a que 2 copains, parce qu'on pense comme ça aussi. Oui. On a les Israéliens et les Saoudiens, et tout le reste, peut-être pas obligé d'avoir des soldats. Et il pense aussi, c'est pas la peine à nous, c'est pas à nous d'aller les libérer. Mais, excuse-moi, ce qui se passe, c'est que même les Saoudiens et les Israéliens se disent ces gens-là, est-ce qu'ils sont fiables ? Est-ce qu'on peut vraiment croire en la garantie de sécurité américaine ? Est-ce que demain, ils vont pas changer parce que ceci ou parce que cela ? Bon, c'est un petit peu projeté vers un peu loin, mais c'est quand même une réalité. Et donc, il y a une grande instabilité. Mais si vous regardez l'Asie, la mer de Chine, l'absence américaine, les virages gauche-droite, etc., c'est un problème de stabilité générale. Après, est-ce que c'était bien le monde d'avant avec Oncle Sam ? Est-ce que c'est mieux le monde d'aujourd'hui avec un Oncle Sam qui défend que ses intérêts ? Je ne sais pas, mais... Ça ne fait pas nos affaires, en tout cas, nous, Européens. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est pour les Européens aussi. C'est qu'à un moment donné... Nous, on n'existait pas vraiment. Donc, oui, mais c'est que les conséquences de ce qui se passe au Moyen-Orient, pour nous, sont plus importantes pour les Européens que pour les Américains. Oui, mais nous sommes dans le déni depuis par le fait djihadiste. L'Europe est spécialiste du déni et demander à un Européen s'il a envie d'aller se battre au nord-est de la Syrie, aux côtés des Kurdes. Quelques Européens. Quelques-uns, absolument. Mais la grande majorité, comme d'ailleurs nous avons aussi pas voulu aller nous impliquer en Ukraine, comme quand j'étais en Tchétchénie, on voulait pas s'impliquer. On veut s'impliquer nulle part finalement. C'est des mots, des mots, des mots. Et le résultat, c'est que c'est la furie du terrain qui fonctionne, qui gère, qui prend toute la place. Et moi, ce qui me fait très peur là maintenant, c'est cette instabilité, cette furie sectaire dont j'ai peur qu'elle avait un tout petit peu disparu, dont j'ai peur qu'elle réapparaisse. Il y a eu avant-hier l'assassinat de Havrin Khalaf, cette jeune femme de 35 ans, responsable politique kurde, responsable politique kurde qui œuvrait pour le rapprochement kurde-arabe, qui a été sauvagement assassinée sur le bord d'une route alors qu'elle était dans sa voiture. Donc, on n'est pas au bout de nos peines. C'est ça c'est les informations, si on en a encore qui viennent de cette région, c'est ça qu'elles vont nous dire aujourd'hui. Donc on peut faire ce que fait Trump, c'est-à-dire faire des tweets et dire qu'il s'en lave les mains, etc. Mais ça ne fera rien avancer. Oui, le projet d'Erdogan qui consiste à ramener des populations réfugiées syriennes majoritairement arabes dans cette région, c'est aussi la base d'une guerre interconfessionnelle et interethnique. Donc, il y a un risque d'épuration ethnique, comme on l'entend ? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le but. Il y a un déni de la légitimité kurde sur cette zone qui est là depuis extrêmement longtemps. Et il a été nourri par le bassisme, donc c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on est dans les conséquences de la fin du bassisme, le fait que justement... Le parti basse et le fait que justement une grande puissance comme les États-Unis n'a pas su quoi faire pour régler ce problème. Et ce problème est infini. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle décision d'Erdogan, eh bien, on continuera à être face à ce problème. Vous voulez ajouter, Ziad ? Non, on parlait de l'Europe. Le président Macron a fait une sortie assez rude à la fin du sommet européen. Il a accusé la Turquie. Il a dit, je vous rends responsable de ce qui peut arriver. Et en particulier, je pense, le message était très clair sur la partie de Daesh, l'État islamique, etc., résurgence possible. Mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On est tenu comme ça, parce que si la Turquie ouvre ses frontières, on va retrouver la situation de 2015-2016, 1 million de réfugiés, plus de nouveaux réfugiés.
on n'a pas de politique extérieure, on est totalement obsédé, omnibulé par cette histoire de Brexit dont on parlera tout à l'heure. Donc 80% du temps des 3 derniers jours, c'est comment les Anglais vont enfin partir. Et donc, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de patron de la diplomatie européenne. On est à côté d'une Turquie qui est aussi un peu... Et la grande question, à mon avis, qu'il faut se poser par rapport à cette Turquie, c'est est-elle encore notre allié au niveau de l'Alliance Atlantique, hein, la Turquie qui achète quand même un système de défense antimissiles russes, les S-400. Donc voilà, il est temps de se poser les vraies questions et d'essayer d'y répondre. Mais une fois de plus, c'est le terrain qui montre la réalité et qui fera avancer les choses. Laure Simoes, les dessinateurs de presse face à cette offensive turque donc dans le nord de la Syrie. Mais ils ont le grand défi d'essayer de schématiser des situations ultra complexes, mais ils y arrivent. Nicolas Vado, qu'on voit souvent ici chez nous, à l'antenne, dessinateur belge qui vient effectivement souvent. Trump retire ses troupes de Syrie. Alors évidemment, on voit un Trump qui se retire sur la pointe des pieds. Peace and love. C'est un peu à chaque fois qu'il passe quelque part, c'est un petit peu après moi le déluge. Et bien voilà, la preuve, c'est que c'est l'affrontement qui, au détriment des Kurdes qu'on voit ici, s'opère. Un autre dessin de Kroll, dessinateur toujours belge pour Le Soir. Vous nous avez abandonnés, disent ces Turcs écrasés par le char d'Erdogan. Et puis on a Trump qui répond pas tout à fait. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, parce que c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'il a dit que s'il dépassait les bornes, attention à lui. Bon, vous voyez là aussi la différence de tenue, hein, n'est-ce pas, avec un Trump toujours en tenue de golf pour montrer à quel point... Où aura lieu le prochain G7 d'ailleurs. Hein, oui. Au golf. C'est ça. Golf de Trump. La désinvolture dont on parlait tout à l'heure. Un autre dessin de la SERP, dessinateur français, les Kurdes abandonnés par la communauté internationale, on en parlait. Il n'y a que les Turcs qui ne nous oublient pas, disent ces combattants kurdes qui ont toujours... la SERP a cette espèce de façon de dessiner les bonhommes toujours de la même façon, ce qui montre comme ça qu'il y a l'humanité avant tout dans les situations. Et puis un dessin qui nous vient de Jordanie, des Madajaj, voilà, où on voit cette impuissance de la communauté internationale. Tout le monde pleure, soi-disant, sur le sort. Se doit dans les larmes. Hein, oui. Exactement, mais en même temps, personne ne vient interférer. On a tous les acteurs là un petit peu en jeu dont on a parlé tout à l'heure. Un dessin de Delambre, dessinateur français pour Le Canard enchaîné. Oui, quand on voit que c'est Bachar al-Assad qui entre en jeu, on a de quoi aussi... on a des raisons de s'inquiéter. Bachar au secours des Kurdes, en route pour le prochain Nobel de la paix. C'est assez cynique. Hein, on voit la tache de sang sous son char. Et puis pour terminer, un dessin de Gargalo, le dessinateur portugais qui fait la une de Courrier. Quand on voit tous les personnages, on parlait de Poutine qui est évidemment derrière tout ça, quand on voit tous les personnages qui sont ici représentés, et puis le tout évidemment ne va faire que favoriser le terrorisme en plus. Là, il y a une espèce de contraction assez incroyable de la situation. Très compliqué. Merci Laure, on va se retrouver dans un instant après une courte pause pour la deuxième partie d'une semaine dans le monde. Restez avec nous. Une semaine dans le monde, deuxième partie. J'ai toujours le plaisir d'avoir à mes côtés Anne Niva, grand reporter de Guerre indépendante, Madame Mostafavi, rédactrice en chef de Courrier International, avec le numéro de cette semaine, Silence, on tue, pour le Kurdistan syrien, avec également Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, et Laure Simoes de Cartooning for Peace, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. La France demande à Téhéran de mettre un terme sans délai à une situation inacceptable. Ce sont ces mots, la détention de 2 chercheurs du CERI de Sciences Po, retenus depuis 4 mois maintenant en Iran sur des accusations d'espionnage. On savait déjà depuis l'été que la franco-iranienne Fariba Abdelrah était retenue sur place. On a appris cette semaine qu'elle a été arrêtée aux côtés d'un autre chercheur français, Roland Marchal. Madame Mostafavi, que cherche à faire Téhéran ? Y a-t-il une volonté politique derrière ces arrestations ? Il y a bien sûr une volonté politique derrière ces arrestations. On fête bientôt le 40e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Il y a eu la jeune chercheuse française Claudie Dreiss. Il y a eu des marins britanniques au moment des crises sur l'accord du nucléaire. L'Iran est depuis la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire
de plus en plus sous pression. On sait que les sanctions augmentent, que les Européens jouent un rôle de médiateur, et notamment la France a essayé de jouer ce rôle de médiateur. On l'avait vu lorsque Macron avait fait venir le ministre des Affaires étrangères iranien à Biarritz fin septembre. Donc, dans l'espoir qu'il y ait un dialogue entre les Américains et les Iraniens, ce dialogue n'a pas eu lieu. Donc, je pense que c'est une manière quand même pour Téhéran de dire, voilà, nous avons... Malheureusement, souvent, les civils sont l'objet, ça a été le cas aussi de randonneurs américains, c'est de moyens de pression pour dire, voilà, nous, tout ce qu'on a, les Iraniens n'ont pas tellement d'autres cartes à jouer en ce moment, en fait, puisque l'économie est sous pression, que leur rôle dans la région, on en parlait tout à l'heure, est soumis à plusieurs autres inconnus. Donc, malheureusement, la situation de ces chercheurs est quand même beaucoup liée à la situation géopolitique actuelle. Donc, difficile de dire comment elle peut se résoudre. Je sais qu'en tout cas, c'est une préoccupation de pas mal de franco-iraniens. Bon, je suis moi-même franco-iranienne, donc beaucoup de franco-iraniens ont cette problématique parce que les Iraniens considèrent que, par exemple, Madame Adelkhah est iranienne, alors qu'elle a la nationalité française. Ce n'est pas le cas de Roland Marshall, l'autre chercheur qui, lui, est français. Mais en tout cas, pour les franco-iraniens, c'est une problématique qui, du coup, n'ose pas en ce moment, justement, aller en Iran, de peur d'être un peu pris en otage dans ce jeu diplomatique. Comment doit réagir la France ? Plus le jeu interne. Oui, bien sûr. Parce que s'il y avait moi je ne suis pas un spécialiste, mais s'il y avait une autorité reconnue, mais il y a plusieurs autorités, donc qui mène ces jeux, les gardiens... La détention de ces deux chercheurs peut faire l'objet de... Non, parce que quand on écoute les reportages, rapports de force, ce qu'on entend à la radio, etc., c'est que ça serait plutôt les ultra-conservateurs, les gardiens de la Révolution, et que c'est pas Rouhani qui lui-même essaye d'avoir un peu des ouvertures avec le reste du monde. Donc... Il y a des branches dans le régime iranien qui sont plus portées sur la ligne dure, sachant que la ligne des modérés qui consiste à discuter, essayer de faire des accords, semble en ce moment peu fructueuse. Du coup, c'est sûr que ça donne plus la main à ceux qui sont pour une ligne plus dure et qui peuvent passer par des méthodes peu orthodoxes. Comment doit réagir la France, d'après vous, Anne-Niva ? Moi, j'ai de la difficulté à me prononcer sur ce sujet. Je pense qu'on a trop peu d'informations pour pouvoir parler. Donc, je ne peux pas le faire. On peut poursuivre notre médiation de bonne foi, continuer à faire en sorte que l'Iran reste dans le concert des nations et sauver cet accord ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir ce qui est dit. D'abord, on n'a rien dit concernant M. Marshall. Donc, on a essayé, je pense, de discuter cette histoire. M. Marshall, on n'a pas voulu informer l'opinion publique qu'il a été arrêté. Oui. Maintenant, nous le savons, puisque ça a été dit dans le Figaro. Mais ce n'était pas censé être su. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas voulu en parler. Je pense qu'il y avait des canaux. C'était le moment où il y avait le sommet de Biarritz. Enfin, il y avait toute cette agitation. Après, on a utilisé un mot. On est passé quand même de rien à inacceptable. Enfin, pour ceux qui font un peu de diplomatie, inacceptable, ça commence à être... C'est assez haut. Parce que la diplomatie française ne pouvait plus faire autrement, peut-être, à partir du moment où la détention était rendue publique. La différence entre rien et inacceptable... Une gradation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a soit on a découvert quelque chose, soit on a appris quelque chose, mais inacceptable, c'est inacceptable. C'est aussi un message. Laure Simoès, oui, un dessin de presse. Les dessinateurs font preuve de prudence aussi, comme Anne. Et on a reçu un dessin qui nous vient d'Argentine. Je soupçonne même le dessinateur Bex de l'avoir fait exprès pour nous ce soir. Voilà, un résumé très simple, crayonné à la va-vite. Il a pris le drapeau iranien et puis il a mis les deux personnages parce que je crois qu'ils sont en plus séparés, incarcérés séparément. Évidemment, non, mais bien sûr. Et voilà, un dessin qui vient résumer de la situation d'aujourd'hui, on verra. Ce qu'on sait, c'est que leur situation est quand même préoccupante puisqu'ils sont à la prison d'Evin, qui est la prison des prisonniers politiques. Donc voilà. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est préoccupant. Cette semaine, la Catalogne s'est embrasée après la condamnation de 9 de ses dirigeants indépendantistes à de la prison ferme. Les manifestations ont repris de plus belle, dépassant même en intensité ce qu'on avait vu il y a 2 ans lors du référendum d'autodétermination, dégénérant cette fois en affrontement, en barricade entre les forces de l'ordre et ces manifestants. Un tsunami démocratique, selon l'expression de ses promoteurs, censé culminer donc aujourd'hui avec cette grève générale qui a donné lieu donc à la présence de très nombreux manifestants, 525 000 selon la police
police vraisemblablement davantage. Et vous le voyez ce soir, il y a encore des affrontements dans les rues de Barcelone avec ce foyer que l'on voit au loin. Alors sans doute le feu mis à une poubelle. En tout cas, il y a des brasiers dans Barcelone. Ziad Imam, c'est le sentiment d'injustice. La justice espagnole a eu la main trop lourde dans ces condamnations. Que la justice espagnole a eu la main trop lourde. Alors, je ne suis pas. C'est en tout cas le sentiment de ces indépendantistes. Si on est dans le cadre de la loi espagnole, c'est toujours la même histoire. Ce que disent les Espagnols depuis le début, ce que dit Madrid depuis le début. Sédition, tatati, rébellion non, sédition oui. Enfin, ils utilisent leurs propres termes et ils ont toujours le même discours qui est de dire vous ne pouvez pas sortir. Ce référendum était illégal. Toutes les actions qui sont menées autour de ce référendum sont illégales, y compris des choses plus complexes sur des détournements de fonds publics, etc. Donc, j'en sais rien. De l'autre côté, il y a la même situation. C'est-à-dire, on a des gens qui, d'abord, sont toujours aussi divisés. Les derniers sondages montrent que la question indépendantiste n'est pas tranchée en Catalogne. C'est 48, 47, 46, 47. Il n'y a pas de majorité franche pour ça. Et il y a un durcissement d'une partie du mouvement, ce qui répond peut-être, mais qui n'a pas dû se faire du jour au lendemain. Je veux dire, ce genre d'image, mais on en parlait avec Anne avant de rentrer sur le plateau, c'est aussi quelque chose qu'on voit un peu partout en Europe. Les gilets jaunes, les ultra-écolos. Les appels à la désobéissance civile. Il y a ce côté maintenant, on va tout péter pour régler une question qui est éminemment politique au fond. Donc la seule chose qu'on pourrait dire à l'Espagne, Catalogne incluse, c'est soyez politique. Et là, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement espagnol, il n'y a pas de majorité. Ils ont un Premier ministre qui est plutôt plus enclin. On avait cru les socialistes plus politiques que le Parti populaire. Il n'arrive pas à avoir une majorité. Il a gagné 2 élections d'affilée, mais il n'a pas de majorité. Il l'avait avec les indépendantistes. Oui, mais là les indépendantistes ne voulaient pas non plus lui donner. Donc il n'y a pas une majorité stable en Espagne aujourd'hui qui donnerait à ce Premier ministre un peu de latitude pour réenclencher un processus politique. Parce que de toute façon, même s'il faut changer la constitution espagnole, pourquoi pas? S'il faut redéfinir les règles, pourquoi pas? S'il faut revenir au statut d'autonomie avancée, pourquoi pas? Mais il faut un gouvernement. Il faut qu'il y ait une situation à peu près stable à Madrid. Et il faut qu'il y ait moins... le président de la Catalunya, je ne sais pas comment... envoyer des messages extrêmement ambigus. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Et donc revenons à la politique. Est-ce que peut-être ce qui a été fait en France aussi au moment des Gilets jaunes, revenons à un moment à la politique. C'est ça qui est intéressant, je trouve, l'ambivalence. Malaise démocratique. Oui, c'est ça, l'ambivalence de ce Quinto Torra qui dirige la Catalogne et qui effectivement est pris dans ce malaise démocratique, puisque en même temps il représente les institutions du pays de l'Espagne en Catalogne et en même temps il est lui-même pro-indépendantiste. Alors, la tentation de la violence, on vient d'en parler, elle n'est pas propre à l'Espagne. Et ce qu'on entend dans les discours de ceux qui sont violents depuis quelques jours, c'est déçus, violents. Ce sont des discours révolutionnaires. Ce sont des discours qui disent qu'il faut faire confiance au peuple et non plus à l'État. Et ça, je pense que ce sont des questions extrêmement importantes que les Gilets jaunes ont posées en France et auxquelles personne n'a répondu. Quand la tension est permanente comme cela, eh bien, est-ce qu'il vaut mieux pas que ça explose complètement plutôt que ça reste comme ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que les Espagnols sont démunis. Et quand on est démuni, généralement, ça laisse souvent la place aux plus extrêmes. Les appels à la désobéissance civile, ça arrive quand même rarement de la part de gens qui représentent le sommet de l'État. Et là, ils viennent de la Généralité de Barcelone, justement. Alors maintenant, comment on peut doser cette désobéissance civile? C'est tout un art. D'autant qu'ailleurs dans le pays, on n'est pas forcément sensible aux sentiments indépendantistes. Est-ce qu'on irait vers un nouveau référendum? Parce que l'illégalité du référendum, c'est aussi un problème. Le référendum, c'est la voix du peuple. Certains sont légaux, d'autres sont illégaux. La question, c'est de savoir un référendum à la seule Catalogne ou étendu à l'ensemble du pays. Et là, on n'aura évidemment pas le même résultat. Non, mais de toute façon, tout ça passe d'abord par une dialogue qui arrive à une ébauche de scénario. Mais on y parce qu'on est en dehors de la Constitution. Quel que soit le scénario du référendum, on est en dehors de la Constitution. Et la tentation... On va pas caricaturer, mais on va dire Madrid, parce qu'il faut bien caricaturer un tout petit peu, c'est de dire on maîtrise cette situation le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans le leadership catalan. Il y a des élections, le législatif le 10 novembre, donc peut-être
qu'on va sortir du blocage avec une majorité un peu plus stable, ce qui supposerait que la gauche de la gauche se mette d'accord avec la gauche, toutes ces histoires. Mais voilà, donc c'est ce qu'on disait sur les démocraties, c'est-à-dire qu'une démocratie, elle est fragile. Les États-Unis, c'est fragile. L'impeachment, le Ukraine Gate, c'est le cœur du pouvoir américain. C'est supposé être le truc dans lequel on va se réfugier. Non, là aussi, dans le cas de l'Espagne, quand même, on est dans une escalade depuis un an et demi. Oui, on avait presque oublié, vu l'étranger, on est étonné de voir ce mouvement. Mais le calendrier... Mais parce qu'on attendait. On avait le sentiment que Madrid avait mis sous l'été noir presque cette pulsion nationaliste. Il y a quand même tout ce scénario avec Puigdemont, l'ancien président de la Generalitat qui est en Belgique. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de tensions et les indépendantistes attendaient ce verdict avec une impatience très forte. Et du coup, c'est aussi cette colère qui restait là depuis un an, qui éclate maintenant. En réaction. Et dès le départ, le gouvernement à l'époque, c'est celui de Rajoy, était parti sur une démarche, donc le Parti populaire de droite était parti sur une démarche assez dure, de même que les indépendantistes étaient aussi sur une démarche assez dure. Donc ça fait longtemps. Et Ziad a raison. La surprise, c'est que Pedro Sanchez n'a visiblement pas, alors soit pas pu, soit pas voulu aller plus loin finalement. Il a tellement d'autres problèmes là pour le coup, Pedro Sanchez, que je pense que la Catalogne c'est difficile. Et puis lui-même, il peut pas mettre le doigt dans un engrenage. C'est pas la seule communauté espagnole qui risque de vouloir l'indépendance. Il est quand même garant de l'État. Il peut pas de l'unité. Mais les socialistes avaient été très critiques de la gestion du problème par le Parti populaire. Mais je pense que si jamais il y a c'est la rue qui décidera. Si jamais il y a une ouverture, elle viendra plutôt du Parti socialiste et de Sanchez et de leur mouvance que de la droite, mais il est quand même Premier ministre de l'Espagne. De Podemos qui a la mairie de. Il n'est pas Premier ministre. Mais quand il y a, c'est pas la même temporalité, la temporalité du discours politique et la temporalité de l'action dans la rue. Donc c'est la rue qui décidera. Et si le pouvoir politique met trop de temps à dialoguer ou à instaurer quoi que ce soit, eh bien on va voir ce que ça donne. C'est déjà le cas alors que nous parlons ce soir. Parce que même si les Catalans sont partagés, c'est une très grosse minorité qui n'est pas satisfaite. Donc tout risque... Partisans de l'indépendance, oui, on peut estimer qu'il y a peut-être 40% ou un peu plus d'après les sondages. Quand on regarde la presse catalane, on écoute aussi les gens, il y a cette volonté d'indépendantisme, mais il y a aussi des gens qui disent arrêtez de détruire cette ville. Et donc il y a un moment... où ceux qui ne sont pas... on va parler du Brexit, c'est pareil aussi, les Anglais sont divisés. On voit justement sur la Catalogne comment les dessinateurs de presse croquent ce qui est en train de se passer. La division interne de la société civile catalane, on va la voir avec deux dessins de dessinateurs catalans. On a ce premier dessin de El Chico Triste qui vient de Tarragone, pour qui, évidemment, le processus indépendantiste, on reconnaît là Puigdemont avec l'ancien président du gouvernement autonome catalan et l'actuel qui est sur sa tête, c'est du pipeau. Et avec lui, c'est un conteur de chimères, et avec lui, derrière lui, il entraîne tous les indépendantistes jusqu'à ce fossé, avec un petit rappel, le gouffre, avec le petit rappel des 47% des Catalans qui supposément seraient favorables à l'indépendance. Donc voilà, on a là un avis, une opinion bien claire. Et puis, face à ça, on a un autre dessinateur catalan qui s'appelle Cap, qui fait un portrait de cette condamnation de cette semaine, où on voit comment le juge de la Cour suprême accuse d'un coup de massue les Catalans de violent. Or, on peut quand même s'interroger sur la lourdeur de ces condamnations, dans la mesure où la justice espagnole, on peut aussi questionner le niveau d'indépendance de la justice espagnole. On sait que quand même les juges de la Cour suprême sont choisis par le pouvoir en place. Donc, questionnons quand même l'indépendance de la justice espagnole. Et puis, carrément, alors là, on a un dessin de Aurel qui nous vient de France. Pour Politis, Espagne, condamnation d'indépendantistes catalans. La justice de la monarchie vous condamne pour acte démocratique. Alors là, il étire carrément. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit toujours cette manche dentelée des juges. Là, le dessin de Cap le montre déjà. Et puis, Aurel la reprend. Et c'est vrai que ça fait partie des costumes des juges de la Cour suprême en Espagne. Et on sent que les dessinateurs s'en emparent un peu comme
Un gimmick. D'accessoires du passé, quand même. Hein. C'est intéressant. Et puis, un dessin magnifique, je trouve, de Rodriguez, qui nous vient du Mexique, qui résume aussi, sans doute, ce que une bonne part de Catalans, qui ne sont pas forcément favorables à l'indépendance, mais qui sont dans cette dans cette identité multiple entre Catalogne et Espagne, et qui regardent cette espèce de fracture se creuser et l'embrasement des rues. Je trouve que c'est méditatif, c'est distancié, c'est un dessin intelligent qui doit sans doute représenter une bonne part de la population catalane. Et d'une certaine façon, ce qu'on disait, un autre dessin de Cap, c'est l'échec du politique. Et c'est l'Espagne tout entière, Catalogne incluse, qui est responsable quand même de cet échec politique, parce que la crise, elle a surgi il y a vraiment 2 ans, mais elle vient de loin. Il y a quand même eu, il faut le dire, des deux côtés du camp indépendantiste comme du camp comme de Madrid, une inaptitude et une vraie maladresse à gérer un conflit qui aurait sans doute pu trouver une solution. Donc voilà, comme Aden, on a envie, dessinatrices françaises, on a envie de prendre ces 2 drapeaux qui commencent à un peu nous envahir la vue, et on a envie de les mettre dans la machine à laver et de brandir des drapeaux blancs pour essayer de calmer les choses en Espagne. Mais ça va pas être le cas tout de suite. Tout de suite, ça c'est une certitude. Cette semaine, enfin, les Britanniques sont enfin parvenus à un accord avec Bruxelles sur leur sortie de l'Union européenne. Alors, je disais les Britanniques, mais c'est plutôt Boris Johnson, car pour l'heure, c'est surtout lui, le Premier ministre, qui tente de vendre le fruit de ces négociations à un Parlement de Westminster sceptique. Le vote a lieu demain samedi et c'est loin d'être gagné. Et pour cause, l'Irlande du Nord, réputée inséparable de la Grande-Bretagne par les unionistes nord-irlandais, eh bien, elle se retrouve de fait soumise aux normes commerciales du marché unique européen, quand le reste du Royaume-Uni lui échappera à cette union douanière, comme si une frontière scindait en deux le Royaume depuis la mer d'Irlande. Inacceptable pour cela même que Boris Johnson a jusqu'ici courtisé. C'est une trahison synonyme, d'après vous, d'échec demain aux communes ? C'est pas sûr. Franchement, je me demande s'il ne va pas réussir son coup. D'abord, le camp conservateur s'est aligné complètement. Ceux qui avaient été virés il y a 2 mois, ils sont revenus. Les fameux ERP, les Spartans, tout ça, ils ont dit OK. Et 2, il n'est pas exclu qu'un certain nombre de gens du Labour trahissent la consigne pour voter l'accord. Et puis, oui, mais la chose qui me titille, c'est ce que dit Macron. Parce que Macron, c'est clair. Alors voilà, mais ça tombe très bien. Si vous ne votez pas, il n'y a pas d'extension. On va écouter Macron. On va écouter Macron. Emmanuel. Le délai du 31 octobre doit être tenu. Je ne fais pas de politique fiction, donc je ne vais pas me mettre dans un cas où le Parlement britannique voterait ceci ou cela. Mais je ne pense pas que de nouveaux délais doivent être accordés. Voilà, il joue dans le sens de Johnson. Non, mais c'est un message hyper clair. Votez ce deal, sinon il n'y aura pas d'extension. C'est quand même un message, on ne peut pas faire plus clair. Il y a une lassitude terrible, comment ne serait-ce pas autrement ? Il y a une lassitude terrible de la part de l'Europe. Et donc il y a une pression pour effectivement arriver vers ce Brexit dur. On verra demain, le suspense est terrible. Moi, je ne suis pas tout à fait du même avis d'hier. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense qu'il y a quand même ces unionistes de l'Irlande du Nord. 10, sans leurs 10 voix, il faudrait les 20 qu'il a exclus. Des travaillistes. Sachant qu'il en a exclu 20 du Parti conservateur déjà. Donc ça fait beaucoup, ça semble. Mais ceci dit, Boris Johnson a un charisme tel et il semble galvanisé par cet accord qu'il a gagné en 5 jours, alors que sa présidence il gagne à tous les coups, Diziad, vous êtes d'accord? C'est peut-être possible. Parce que derrière, il convoque des élections où il demande un rapport à Bruxelles qu'il le refuse et il convoque des élections. Il gagne à tous les coups. Il va s'en sortir. Après, il est probable que les députés travaillistes se disent, que certains députés travaillistes se disent, bon là, vaut mieux prendre cet accord-là que de risquer de sortir. Mais ont-ils envie de l'aider quand même? Est-ce que les travaillistes ont envie d'aider Boris Johnson? Personne n'a envie d'un Brexit sans accord en ce moment au Royaume-Uni. Enfin, très peu, en tout cas du côté des travaillistes. Je pense qu'ils ont peur du Brexit sans accord. Prendrait-il le risque de sortir en fait, c'est eux qui vont déterminer le résultat. Non, mais ce qui est fou, la carte, c'est extrêmement intéressant parce que tout le monde a cédé un petit quelque chose, mais les Anglais, ils ont cédé quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que l'Irlande, c'est l'Irlande. L'Irlande du Nord reste dans la zone commerciale européenne, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et pour qu'ils en sortent, il faudrait un miracle juridique invraisemblable. Ils sont là pour des années.
Donc quand même. Et puis l'accord, il est pratiquement impraticable. Excusez-moi de l'expression, c'est-à-dire qui va vérifier que les Anglais nous truandent pas en mer d'Irlande ? Oui. Enfin, je veux dire, les denrées, les choses qui vont passer par cette fameuse frontière qui est dans l'eau, donc déjà c'est intéressant. Qui va vérifier tout ça ? Comment on va gérer les problèmes sanitaires, les problèmes avec ça ? Et comment, parce que maintenant ça va concerner la génération d'après. Quel deal on va faire avec l'Angleterre, avec une Vous pensez que c'est un cheval de Troie Non, je ne dis pas que c'est un cheval de Troie. Je dis que le deal était infaisable. Ouais. Et donc on a comme disait Winston Churchill, c'est le moins mauvais des deals, peut-être. Et qu'on est obligé de le prendre. Parce que même si ça fonctionne demain, il va falloir négocier l'accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc, sur tous les sujets dont on a traité ce soir, on n'est pas au bout de nos peines. Et ils sont en ce moment sous une influence politique qui est exactement le contraire de l'idéal européen, c'est-à-dire défiscalisation, c'est-à-dire Singapour à 10 km, c'est-à-dire la dérégulation du marché du travail, ça veut dire la dérégulation environnementale, ça veut dire tout ce que nous on fait, ils veulent faire le contraire. Donc c'est compliqué. La déclaration politique dit justement qu'elle les engage quand même un peu sur la phrase, virgule, peut-être, maybe, one day. Enfin, ça sera une victoire personnelle de Boris Johnson s'il y parvient demain. Après avoir perdu un nombre incalculable de votes au début dans les on va en reparler encore 150 fois. C'est quel que soit X. C'est au menu de l'émission. Ça vous désole, Ziad Limam? Non, mais je veux dire, il y a tellement de choses en ce moment. C'est pour ça qu'on en parle plutôt à la fin, pour faire plaisir. Pas qu'à vous d'ailleurs. Laure Simoes. Oui, bon, on verra demain, moi je dis. Un premier dessin de Martin Woltering, dessinateur des Pays-Bas, qui montre qu'après les 5 jours et la nuit d'âpres négociations, effectivement, ça a été un stage beaucoup plus court que celui de Theresa May. Cet accord semble avoir lieu, mais attention, si on regarde en dessous, il va falloir affronter le Parlement et notamment le fameux parti de Nord-Irlandais. Un autre dessin très drôle de Nicolas Vado. La question du backstop, on le sait, irlandais. La frontière maritime, voilà. Plongé en mer d'Irlande. Bon, formidable. Je comprends rien à leur Brexit. J'ai le droit de passer ou pas, se demandent ces deux poissons qui savent plus quoi faire. C'est bien. Vous remarquez quand même la présence de l'élément eau. Le Royaume-Uni est entouré d'eau. Donc, du coup, ça ressort dans les dessins. Un autre dessin très, très drôle de Kroll, dessinateur belge pour le soir. Ça va aller, à samedi, merci pour tout, dit Beaujeau en rentrant au bercail. Alors on voit que le Parlement l'attend avec les canons bien dressés. Et moi ce que j'aime bien c'est les Européens qui et les requins dans l'eau. Et les requins qui rôdent évidemment. Un autre dessin qui dit plus ou moins la même chose de Joop Bertrams. On attend de voir demain comment cet accord va être reçu. Mais enfin là il nous donne... Alors, je me souviens d'un ancien dessin de Joop Bertrams à l'époque de Theresa May, quand elle revenait de Bruxelles en Grande-Bretagne pour présenter un accord. Elle avait à l'époque une espèce de pyramide, je vous l'avais montré ici, une pyramide de coupes de champagne. C'était encore très distingué à la Theresa May. Pour Boris Johnson, il utilise d'autres accessoires. Et puis pour terminer, un dessin qui nous vient d'Angleterre, de Steve Bell pour The Guardian. Alors, c'est très British. Avant-après, on a d'un côté l'accord de Theresa May et puis l'accord avec Beaujeau. Tout le monde verra comment Steve Bell, grand dessinateur devant l'éternel, caricature le visage de Beaujeau. Je ne vais pas non plus vous livrer la traduction. Mais vu d'Angleterre en tout cas, par Steve Bell, un accord sous Theresa May et un accord sous Beaujeau, hormis les quelques boutons de laiton là en plus, c'est quand même du pareil au même. Donc moi, je ne suis pas certain que à Londres... On verra, mais comme disait l'imam, il gagne à tous les coups, Boris Johnson. Quel que soit le scénario, on en reparlera évidemment tout au long du week-end sur France 24 et la semaine prochaine. Merci à nouveau à nos invités aujourd'hui, à vous Anne Liva, à Hamdan Mostafavi, également à Laure Simoes et Ziad Limam qui étaient à mes côtés. Restez avec nous, suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.